Eh bien, bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous revoir aujourd'hui malgré cette distance technologique. Je vous souhaite la bienvenue au webinaire Les relations école, famille, communauté, qu'en est-il? L'équipe du Créval est bien heureuse de compter aujourd'hui parmi nous Madame Rolande Deslandes, une vieille amie du Créval, ou plutôt une amie de longue date du Créval. Là, la mention était plus sur notre âge à nous que le vôtre. Donc, Mme Deslandes a déjà parlé aux partenaires de la Naudière. C'est une belle poursuite aujourd'hui et on est très flattés qu'elle ait accepté notre demande. La présentation de ce webinaire fait suite au dévoilement des résultats de la recherche Everest qui a eu lieu lors de l'événement annuel du chantier réussite éducative en février dernier. Cette recherche réalisée par le Créval sous la direction d'Alexandra Schild souhaitait documenter, dis-je, des projets école, famille, communauté dans 8 écoles secondaires et centres de formation professionnelle au nord de la région de la Naudière. Plusieurs résultats de recherche ont réitéré la pertinence de cette approche. Ce webinaire est donc l'occasion d'améliorer notre niveau de connaissance de l'approche école, famille, communauté, mais aussi susciter l'intérêt de nos partenaires pour ce type de projet. Avant de vous laisser au bon soin de ma charmante et sympathique collègue Catherine Rochon, qui est agente de développement en valorisation de la recherche et qui va vous donner d'abord quelques renseignements sur le bon fonctionnement du webinaire, j'aimerais remercier les partenaires financiers pour ce projet. Donc, le Centre de recherche et d'intervention sur la réussite éducative, l'UQTR, la table des préfets de la Naudière, le Créval, ainsi que les intervenants des écoles et des carrefours jeunesse emploi du nord de la Naudière qui ont collaboré à la recherche Everest. Enfin, j'ai une pensée toute spéciale pour les jeunes, pour les parents qui ont participé au projet Everest, mais aussi qui ont collaboré à la recherche Everest. À toi, Catherine. Donc, je suis très contente de vous présenter notre invitée. Nous avons la chance d'avoir parmi nous Rolande Deslandes, qui est professeure émérite et chercheuse, qui a développé une expertise sur l'approche école-famille-communauté au cours de sa carrière. Donc, comme je vous l'ai mentionné là, un petit peu plus tôt, il y a énormément de choses à dire sur cette approche. Justement, là, Mme Deslandes enseignait un cours de 45 heures à ce sujet à l'université. Donc, aujourd'hui, on ne pourra pas tout couvrir. Ce n'est pas... on ne vous présente pas du nouveau matériel. En fait, Mme Deslandes va nous présenter des informations hyper pertinentes encore à ce jour là, sur l'approche, qui, on espère, suscitera des réflexions, puis une ouverture vers la possibilité là, de faire des partenariats de ce genre. Donc, Mme Deslandes, je vous cède la parole. Alors, merci beaucoup, Catherine. Est-ce que ça va présentement? Oui, tout va bien. Allez-y, le PowerPoint est partagé. Alors, merci de l'invitation et merci à Catherine et son équipe là, parce que vous n'avez pas vu l'aspect, je devrais dire, la première version du PowerPoint et je vous assure que l'équipe l'a vraiment amélioré. Alors, un gros merci. Ce qu'on a prévu rapidement, Catherine vient de le mentionner, ça va être très court. Alors, c'est juste donner un aperçu de ce qu'on a appris au fil des années, parce que j'ai commencé à m'y intéresser en 1993. Alors, plusieurs d'entre vous n'étiez peut-être pas de ce monde à ce moment-là. Alors, donc, ce qu'on a appris de nos propres études et puis de nos recherches aussi. Alors, on va donner quelques exemples concrets. On va rappeler quelques concepts, être sûr d'être sur la même longueur d'onde, parler des mêmes choses, de pistes d'action, et on aimerait vous entendre sur votre vécu et les expériences et vos propres expériences de votre côté. Alors, ça va? Catherine, oui. Alors, quelques concepts de base, là, quelques termes pour être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde. Alors, qu'est-ce qu'on entend par participation parentale au suivi scolaire? Nous, dès le début, on le définit comme étant le rôle des parents ou de la famille. Hein? Vous savez, on parle de la famille dans l'apprentissage et la réussite scolaire,
je devrais dire réussite éducative. De plus en plus, c'est le terme qu'on utilise. On vise le plein développement du potentiel du jeune. Alors, c'est un concept qui est multidimensionnel, ça veut dire qu'il y a plusieurs significations. Juste par exemple, les parents nous ont dit que quant à eux, ils participent à la maison et à l'école. Les ados nous ont dit, bien, ce qu'on comprend, nous, c'est quand les parents nous soutiennent, nous donnent du soutien affectif, ils nous supervisent quand on communique avec eux et qu'on parle de projets, de ce qu'on va faire éventuellement. Alors, vous voyez que c'est vraiment multidimensionnel. On entend parler du partenariat école-famille-communauté. Alors, on voit ça comme étant une attitude, à la fois une attitude puis une activité. Évidemment, c'est le jeune là, qui est au centre là, du partenariat. On partage des buts, des responsabilités. Il faut se faire confiance, évidemment. Puis la communication, c'est le nerf de la guerre. Alors donc, à partir du moment où le partenariat est entré dans le décor, si je peux parler ainsi, bien là, on s'est mis à faire référence aux relations collaboratives. Puis on était un petit peu frileux dans l'utilisation du partenariat, parce qu'à un moment donné, c'était utilisé à toutes sortes de sauces, mais maintenant, on l'utilise quand même. Style parental, ça aussi, on le voit, puis on l'a utilisé, nous, c'est un patron d'éducation qui réfère au climat émotif familial. Puis il a le modèle qu'on a utilisé à 3 dimensions. Alors, donc, la sensibilité, comme je disais tantôt, la supervision ou l'encadrement et l'encouragement à l'autonomie. Communauté, je pense que je n'ai pas besoin de l'expliquer. Vous connaissez très bien les éléments de votre communauté qui réfèrent aux organisations, aux individus qui peuvent aider au plein développement des jeunes et vice-versa. Au fil des années, au tout début, là, on disait que l'école devait informer sur la communauté, mais on s'est rendu compte que la communauté peut également aider l'école dans sa mission. Et vous le savez, vous le vivez vous-même. Oui. Alors, on change. La participation, quand on parle de participation, je participe, ça veut dire je bouge. On parle d'action. Relation, bien là, on réfère à une perspective dynamique puis interpersonnelle. Si on parle de relation école-famille, alors donc, on réfère à des qualités personnelles associées à des actions. Et c'est comme ça qu'on considère le partenariat comme étant une question de relation. Tout ça pour dire ce qu'on va voir dans les prochaines diapos, c'est vraiment la complexité de cette collaboration ou de ce partenariat-là entre l'école, la famille et la communauté. Alors, voilà pour les concepts de base. On va voir ensemble trois cadres théoriques, oui, et on a vraiment sélectionné ceux qui nous parlaient le plus, puis ceux qu'on a utilisés le plus au cours de ces 30 dernières années-là. Alors, donc, le premier, c'est celui de l'influence partagée qui a été développé par Joyce Epstein. C'est une chef de file au niveau international en matière de collaboration école, famille, communauté. Elle est toujours active. Elle a travaillé avec des milliers d'écoles, donc elle a fait beaucoup de recherches. Alors, elle représente donc toute cette question-là de école, famille, communauté par des sphères. Alors, famille, école, communauté, 3 sphères qui sont intersectées à des degrés plus ou moins dépendants du niveau de collaboration. Et évidemment, il ne faut pas oublier, l'élève est au centre de ces 3 des 3 sphères-là. Et il y a des éléments, des facteurs qui influencent ce degré de collaboration-là. Alors, elle va parler de force A comme le temps, l'âge, le niveau scolaire. On sait que par exemple, les formes de collaboration diffèrent dépendant de l'âge du jeune, de sa trajectoire scolaire, etc. La participation de la famille est influencée par ses caractéristiques, on va voir ça plus loin, ses croyances, ses pratiques. Et c'est la même chose pour l'école, ça aussi on va le voir davantage. Et elle a travaillé sur tous ces éléments-là et nous, on est allés de l'avant également. Et c'est la même chose pour la communauté. Alors, disons que ce fut notre modèle de base. Puis au départ, elle ne représentait, là je retourne 1986, elle ne présentait que la famille et l'école
Et c'est au fil des années qu'est apparue la communauté, parce qu'on s'est rendu compte au fil des années, puis vous le vivez vous autres aussi, l'école ne peut pas faire toute seule. Donc, il faut absolument travailler davantage avec la communauté. Alors, on va de l'avant, premier modèle. Puis en passant, quand on reçoit des nouveaux étudiants et étudiantes en éducation, bien là, on entend des commentaires comme « Ah non, pas encore de la théorie », alors que lorsque j'enseignais au 2e cycle, on me disait hey, « Là, après 25 ans, j'en ai vu de toutes les couleurs et moi, je veux en avoir des modèles théoriques pour comprendre ce que j'ai vécu ou ce que je vis présentement. » Alors, vous voyez les différentes perspectives. Toujours la petite Anne, elle a développé un outil qui est vraiment, j'allais dire qui est vraiment le fun, qui est aidant. Je l'ai toujours apprécié dans le sens qu'il nous aide à faire du ménage, oui, c'est le cas de le dire, à ordonner, à organiser ce qu'on fait déjà, parce que vous autres, vous en faites déjà. Hein? 2006, hein, je pense, la première fois que j'ai rencontré le Cérival. Alors, depuis ce temps-là, je sais qu'on s'est activé beaucoup, mais c'est de voir parmi ces catégories-là, là où on développe beaucoup, puis là où on aurait besoin de développer davantage. Alors, on parle de programme global, mais vous savez, on parle de programme global au niveau d'une région, au niveau d'un centre de ressources scolaires, au niveau d'une école, et même comme enseignante toute seule dans ma classe, je pourrais faire un programme moi-même qui serait beaucoup plus simple, moins complexe, mais ça serait possible. Alors, on pense, ce sont des activités qui visent à aider les familles et l'école dans leurs responsabilités. Alors, le rôle du parent éducateur, si besoin il y a, je suis toujours avec ça, si besoin il y a. Alors, est-ce que les parents ont besoin d'infos ou de partage en lien avec le développement du jeune, en lien avec les conditions favorables aux apprentissages à la maison? Juste quelques exemples, puis je passe rapidement. Communication, comme je disais tantôt, c'est vraiment central à la collaboration école-famille-communauté. Et avec toutes les technologies qui se sont ajoutées, le portail de l'école et tout, alors c'est vraiment pas les moyens qui manquent. Je pense que le principal défi, puis vous le vivez, c'est d'essayer de gérer ça. Hein, c'est tous ces moyens de communication-là, tant de la part des enseignants, des éducateurs, je parle souvent des enseignants, mais ça comprend les éducateurs et les parents. Bénévolat et audience à l'école, évidemment, hein, on ne fait pas la queue leu pour être bénévole à l'école, mais il y en a, il y a un certain nombre. Et juste comme être là pour participer, pour être un spectacle dans lequel nos jeunes sont impliqués, ou bien pour aider dans des activités parascolaires, c'est une forme de bénévolat. Apprentissage à la maison, tout de suite, ce qui nous vient à l'idée, là, c'est l'aide dans les devoirs et leçons, à leur donner. Les parents ont souvent besoin d'outils et on pourra parler, on a fait une étude longitudinale sur les devoirs et leçons, puis juste le fait de partager ensemble, ça a été extraordinaire, tout ce qu'on a pu apprendre. Prise de décision est là. Et là, j'ouvre une petite parenthèse, puis je la ferme tout de suite parce que je ne me sens pas suffisamment compétente pour en parler depuis la venue de la loi 40. Je sais que les parents doivent être élus lors de l'Assemblée générale en début de l'année. Je sais que les parents doivent suivre une formation. Bref, j'en dis pas plus long parce que je vous le dis, là, je ne me sens pas, et je l'ai lu X fois. Mais je ne sais pas, à première vue, ça m'est apparu compliqué, mais peut-être que ça ne l'est pas et je vais devoir continuer de faire mes devoirs. Collaboration avec la communauté, alors on crée des ententes avec des organismes, des entreprises, comme je disais tantôt. Notre principal défi est de s'assurer que c'est en lien avec la mission de l'école, qu'est-ce qu'on vise dans notre projet éducatif et que ce soit vraiment pertinent. Parce que je sais que certaines écoles, je vais parler en général, là, ont tendance à faire beaucoup de partenariats, puis à un moment donné, bien, on risque peut-être de s'y perdre ou de s'éloigner de la mission première. Alors, j'y vais. Donc, programme global, c'est 6 types-là dont on peut s'inspirer. Oui, Catherine. Il y a un autre modèle que je trouvais fort intéressant. C'est le modèle du processus de participation parentale de Hoover Dempsey que j'ai eu la chance de rencontrer à plusieurs reprises. Et elle dit que si je pars du bas, là, les parents décident de participer, hein,
Et je monte. Et une fois qu'ils ont décidé de participer au suivi scolaire des jeunes, bien, ils font des choix. Évidemment, si je me prends comme exemple, je ne choisirais pas de m'impliquer davantage dans les arts plastiques. Je ne suis vraiment pas bonne en passant. OK? Alors donc, en fonction de mes talents, de mes habiletés. Les mécanismes par lesquels la participation influence les résultats chez l'enfant, alors on pense on va parler de renforcement, on va parler de modelage que les parents peuvent donner, on va parler d'enseignement. Ce sont les 3 principaux types qu'elle mentionne. Les variables médiatrices, entre autres, ce qui me vient à l'idée, c'est qu'il faut vraiment que ça soit adapté à l'âge et au développement du jeune. On ne participe pas, vous le savez, on ne participe pas de la même façon au primaire et au secondaire. Et tout ça pour viser de meilleurs résultats chez l'enfant, chez l'ado. Et comme je disais, on parle de réussite scolaire, mais de réussite éducative de plus en plus. Alors, on va le regarder de plus près, ce modèle-là, peut-être, Catherine? Bon. Alors, c'est surtout la partie du bas qu'on a trouvé que vraiment, elle me parlait, cette partie-là. Alors, donc, qu'est-ce qui fait que certains parents décident de participer? Et on a fait, j'ai travaillé avec Richard Bertrand, et là, on retourne très loin en arrière. On a eu des milliers de participants, de parents participants au primaire et la même chose au secondaire pour mieux comprendre ce qui les amenait à décider de participer. Et selon ce modèle-là, c'est en fonction de la compréhension qu'ils ont de leur rôle parental. Est-ce que moi, je vais mettre mon chapeau de parent parce qu'en passant, j'ai 5 enfants puis 9 petits-enfants. Alors, donc, est-ce que je comprends que ça fait partie de mes responsabilités que de m'impliquer? Sentiment de compétence. Est-ce que je me sens compétente? Ça, on retrouvait ça dans notre étude sur les devoirs et leçons, hein? Entre autres, les familles non traditionnelles et les familles moins scolarisées étaient moins en faveur des devoirs et leçons, puis on comprend pourquoi. Alors donc, est-ce que, même si je m'implique, c'est une question qui revenait souvent, est-ce que ça va vraiment faire une différence au bout de la ligne? Et on a aussi à droite les invitations à participer qui viennent soit de l'enfant, de l'ado ou encore de l'école. Alors, on continue, Catherine? Catherine, on peut changer? Oui. Alors donc, à partir de toutes les études qu'on a réalisées, là, je vous présente juste un aperçu encore une fois, ce n'est pas une recension des écrits, c'est une rétrospective sur le chemin parcouru et faite en éclair, OK? Alors, on sait qu'il y a des facteurs qui sont associés aux parents puis aux familles, je viens juste d'en mentionner, qui vont avoir un impact sur la participation, donc forcément sur les relations école-famille collaboratives. Il y a des facteurs qui sont associés à l'école et aux enseignants, puis il y a des facteurs qui sont associés aux jeunes. Puis à droite, on a regardé d'autres facteurs, mais environnementaux. Et ça, l'idée nous vient encore de Hoover Dempsey, puis elle n'a jamais illustré ces facteurs-là. Alors, nous, on est allé de l'avant. Alors, on retrouve la même chose au niveau, peut-être qu'on revient en arrière, Catherine, rapidement, à droite, on revient au processus de participation parentale dont je viens juste de parler et aussi au processus de promotion de la part des enseignants et de l'école. Alors, on peut passer à l'autre. Les facteurs qui sont associés aux parents et aux familles, qui viennent jouer sur les relations école-famille collaboratives, qui viennent jouer évidemment sur leur participation parentale. Structure familiale, un sujet de l'heure, un sujet d'actualité. On sait que le pourcentage de familles monoparentales ou de garde partagée a énormément augmenté. La taille de la famille, la scolarité des parents, je vais juste donner un exemple, statut socio-économique, origine ethnique, et je passe rapidement, expérience scolaire antérieure. Encore, j'entends des trucs comme « Hey, moi, j'ai tellement haï ça, l'école, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire pour passer au travers. » Alors, donc, c'est sûr que ça vient jouer, pas la majorité, mais il y en a qui réagissent comme ça. Les aspirations scolaires, hey, moi, là, je l'aide, là, puis là, il est rendu en 3e secondaire, bien, je le sais que ça ne fera pas un grand intellectuel. Mais non, on ne veut pas ça pour tous nos enfants, puis on pourrait en discuter longuement aussi. Alors, les pratiques éducatives, évidemment, dépendent en partie de la qualité de la relation parent-jeune. Alors, juste ça, là, juste ces facteurs-là, là. Alors,
pensez à ce que vous vivez, à ce que vous avez expérimenté. Je suis sûre que vous allez vous reconnaître dans certains, sinon plusieurs d'entre eux. Alors, on va de l'avant. Les facteurs associés à l'école, évidemment, ordre d'enseignement. Alors, ce que j'entends, même comme enseignante, je mets mon chapeau d'enseignante, en quatrième secondaire, on n'a plus bien besoin des parents. Là. Mais non, les parents doivent rester dans des cas, mais de façon différente. Alors, ordre d'enseignement, formation sur la collaboration. Alors, comme Catherine disait au tout début, on donne une formation à l'UQTR. On a commencé en 2004. On était allé voir les besoins. Je ne dis pas qu'on change le monde, mais au moins qu'il y ait une sensibilisation par rapport à l'importance de travailler avec l'école et la communauté. Les indices de défavorisation, évidemment, ça ajoute au défi à relever lorsqu'on est en milieu défavorisé. Alors, on va à l'autre. Les facteurs associés aux jeunes. Le genre, on sait, hein, nos gars, on va être appelés à communiquer plus souvent avec l'école. Ça revient continuellement. L'âge, le niveau, le rendement, et on en a parlé. Et réceptivité à l'influence familiale. Alors, oui, c'est important que le jeune soit réceptif, qu'il soit ouvert. Et ça, on avait un beau petit modèle qu'on a utilisé à un moment donné qui était révélateur. On sait que ça ne marche pas tout le temps. Alors, donc, on sait, on va de l'avant. Alors, donc, on avait à droite d'autres facteurs environnementaux. On parle de motivateurs personnels. Et là, c'est vraiment le modèle de Hoover Dempsey que je vous ai présenté tantôt par rapport aux parents. La compréhension qu'ils ont de leur rôle parental, leur sentiment de compétence, je descends vite, les invitations à participer. Et au fil des années, il faut dire qu'un modèle théorique, ça ne reste pas coulé dans le ciment. Alors même Hoover Dempsey l'a amélioré, son modèle. Elle a ajouté les connaissances et les habiletés à aider leur enfant. Est-ce que les parents ont des trucs, ils ont besoin de stratégies? Alors, est-ce qu'ils les ont? Le temps et l'énergie. Hey, parlons-en avec la période de COVID qu'on vient juste de passer, et puis toutes les sollicitations que les parents reçoivent, on pense à leur travail aussi. Alors, donc, prendre en considération le temps et l'énergie que les parents ont, et aussi avec, je pense à l'immigration, je pense à des milieux différents, donc être ouvert à la culture familiale. Alors ça, c'était participation parentale. Et l'autre, c'est vraiment le processus de promotion par les enseignants. Est-ce que, je suis toujours à droite, là, est-ce que je comprends, moi, comme enseignante, j'ai enseigné pendant 18 ans en passant, est-ce que je comprends que ça fait partie de mes responsabilités que de travailler avec les familles? Vous savez, on en a fait des études dans le milieu scolaire et il y a des enseignants, puis c'est loin, il ne faut pas généraliser, qui ont dit, hey, là, qu'ils fassent leur job, là, puis nous autres, on va faire la nôtre, puis ça va bien aller. Alors, si on pense aux sphères que Epstein nous a illustrées, bien là, c'est comme si les sphères étaient séparées, à chacun de notre côté, mais c'est vraiment pas la majorité, là. Le sentiment de compétence des enseignants, surtout les jeunes, nos jeunes qui sont en formation, nous disent, bien, moi, ça m'énerve, la première rencontre de parents, là, je ne sais pas comment que je vais être reçue, j'ai tellement peur de manger des bêtises. Donc, le sentiment de compétence est à travailler. Les motivateurs contextuels. Alors donc, est-ce que j'ai, et là, je vais parler de la direction, ou des leaders scolaires, est-ce que je sens qu'il y a une volonté, entre autres, de m'appuyer si je travaille avec les parents? Ou bien, parfois, je vais parler d'exception, on s'est fait dire, bien, moi, ma direction me recommande de prendre des notes pour être sûr que je vais être protégée s'il arrive quelque chose. Alors, ce sont des exceptions. Il y a des directions d'école qui sont extraordinaires, vraiment avoir honte là, de voir leur attitude, leur ouverture, l'excellent travail qu'ils font. Et la proactivité de l'école, encore là, les connaissances. Est-ce que nous, comme enseignants, on a les connaissances et les habiletés à travailler avec les parents? Le temps et l'énergie. Écoutez, quand j'ai commencé à enseigner, je me souviens, on demandait du temps pour travailler davantage avec les familles. Et je me souviens, j'avais 5 ou 6 familles pour lesquelles j'étais
plus responsables, entre guillemets. On n'avait presque pas de temps pour travailler avec ces familles-là. Et la culture scolaire. Alors donc, est-ce que ça fait partie des priorités de notre école, finalement, je parle toujours de collaboration entre l'école, la famille et la communauté. On va de l'avant, Catherine? Et il y a aussi, ce petit modèle-là, on l'a inclus. C'est un petit peu, je l'adore. Parce qu'au fil des années, on s'est mis à parler de l'intégration des services. Hein? Alors là, on a parlé de la réforme de la santé. Et puis, toujours en vivant une réforme au niveau de l'éducation. Alors, il est un petit peu à part, mais je le trouve tellement intéressant. Alors, il provient de Adelman. On l'a découvert, nous, en 2001. Et j'avais demandé l'autorisation en passant d'utiliser son modèle et de l'adapter au Québec. Alors, lui, ce qu'il dit, Adelman, pour que ces réformes-là soient efficaces, mais il faut qu'on combine l'éducation et toute la question de service à la santé, ce qui est très pertinent dans le moment. Alors, il dit que la réussite des jeunes commence par ce qui se passe dans la classe. Hey, c'est pas bête, hein? Je trouve que c'est tellement réaliste. Alors, donc, pour que ça soit efficace, il faut qu'il y ait un curriculum signifiant. Combien de fois que j'entends encore la semaine passée? Hey, moi, c'est tellement plate, là. Je m'endors. Pourquoi tu t'endors? Donc, il me semble que ça devrait être le fun d'aller à l'école et essayer d'apprendre. Les relations maître-élève. Alors, on a fait des études là-dessus. Ce qui est ressorti, c'est qu'entre autres, là, ce qui me vient à l'idée, c'est que les parents vont faire confiance aux enseignants quand ils voient que l'enseignant a réussi à développer une relation positive avec leur jeune. Ah ben, il a réussi à se connecter avec mon jeune, donc je lui fais confiance. Avoir des ressources. Il y a combien de classes présentement qui ont un seul ordinateur bric-à-brac? C'est pas ça qu'on entend dans les discours politiques. Et je n'ouvre pas la parenthèse par rapport à ça. Mais bref, oui, ça existe et peut-être certains d'entre vous le vivez. On va parler du titulariat, le tutorat par les pairs, la gestion de classe. On a entendu parler dernièrement. Alors, on commence par ça. Et on ajoute, si on va à droite, peut-être un petit peu. Alors, l'aide aux élèves et à leurs familles. Donc, là, on pense plutôt aux intervenants, donc, qui proviennent de la communauté, ou on en a aussi dans l'école. Alors, soit le suivi individuel, le suivi familial. L'ouverture vers la communauté, hein, on vient juste d'en parler. Alors, on réfère aux agences privées, aux entreprises. Justement, la semaine passée, j'étais à l'ACFAS et j'ai entendu une équipe extraordinaire qui présentait des projets, oui, axés sur la recherche, mais au final, ils avaient développé des outils et c'était en lien, entre autres, là, il y avait des projets avec des entreprises qui embauchaient des jeunes qui avaient des difficultés d'apprentissage, des difficultés de toutes sortes. Et je vous assure que j'ai trouvé ça tellement inspirant. Alors, on parle d'organismes communautaires qui sont de plus en plus présents, de plus en plus importants. Et les activités parascolaires, comme je disais tantôt, bien oui, ça nous permet d'aller chercher des talents qui existent dans la communauté. Et ce qui est intéressant aussi, au fil des années, au cours des dernières années, on a vu de plus en plus de papas qui s'impliquaient, entre autres, dans les activités parascolaires. Pas juste là-dedans, mais entre autres. Participation parentale, on a parlé tantôt, qui est importante. Je vais à gauche. Soutien lors de transition, hein, quand il y a un nouvel arrivant ou bien c'est une école nouvelle ou bien encore des activités parascolaires auxquelles les jeunes participent pour la première fois. Il faut aussi des interventions en situation de crise. On va parler de prévention, etc. Voyez-vous, je le trouve intéressant, ce modèle-là. Est inspirant, comme je disais tantôt, parce qu'il combine réforme éducation avec réforme des services de la santé. Mais je ne vais pas plus loin à ce niveau-là parce que ça fait l'objet justement du tome 2
du document dont Catherine parlait tantôt, où on s'est centré vraiment sur le chemin parcouru par rapport à l'école et la communauté. Bon, il s'est fait beaucoup plus de travail en lien avec l'école et les familles, puis on comprend pourquoi. Alors, Catherine, on va de l'avant pour les modèles. Est-ce que tu es là? Bon, alors donc ça, je n'ai pas besoin de passer beaucoup de temps là-dessus. Pourquoi relever les défis? Alors, on sait que ça a une influence positive sur les élèves, il y a moins d'absentéisme, il y a plus d'élèves qui vont compléter leurs devoirs. En tout cas, bref, il y a toute une littérature, puis on a fait plusieurs collectes de données sur l'influence sur les élèves, sur les parents aussi. Hein? Règle générale, les parents sont plus en mesure de développer des outils ou de venir en chercher. Puis ils apprennent à connaître les enseignants. Puis combien de fois qu'on a entendu « Ah, mais moi, je ne ferais pas ce qu'il fait ou ce qu'elle fait, là, je ne sais pas où il prend son énergie. » Alors donc, règle générale, hein, règle générale, ils sont plus en mesure d'apprécier les enseignants, les éducateurs, etc. Influence sur les enseignants, évidemment. Alors donc, les élèves participent plus. Alors, ce que je disais tantôt, ça compte pour les enseignants. L'influence sur la communauté aussi, ça fait une communauté beaucoup plus dynamique. Et on me disait récemment dans une école secondaire, on offrait justement un concert. Les jeunes secondaires offraient un concert. Et il y a un parent qui s'est organisé pour faire annoncer cet événement-là dans les paroisses, dans les communautés environnantes sur j'appelle ça en anglais les tabloïds, excusez l'expression, les tableaux d'affichage. Donc, en rentrant dans la communauté, il y avait une invitation ce soir à telle heure dans telle école. Alors, donc, oui, ça a définitivement une influence sur la communauté, puis on va chercher des ressources et vice-versa, comme je disais tantôt, c'est vraiment bidirectionnel. Oui, ça va, Catherine? Alors, donc, le rôle de l'école est extrêmement important. C'est pour ça, tantôt, je parlais de leadership pour mettre en place des activités. On dit que c'est la façon la plus efficace pour aller chercher le plus de parents possible. Encore là, ce n'est pas miraculeux, mais c'est vraiment la méthode. Et on pense à un programme global de partenariat. Alors, on va de l'avant, Catherine. Bon, les étapes à suivre dans la mise en œuvre, vous les connaissez déjà, vous les faites déjà. Alors, rien de nouveau. On dit explorer. Dans un premier temps, comme je mentionnais au tout début, regardez ce que vous faites. Vous en faites plein. Alors, faut pas. Est-ce que vraiment ce qu'on fait présentement comme activité, est-ce que c'est toujours pertinent? Est-ce que c'est toujours cohérent avec notre projet éducatif, avec les objectifs? Je vais parler de l'école, évidemment. Donc, regarde et vérifier quels sont les besoins avant de commencer à en rajouter. L'étape la plus escamotée, je dirais, c'est peut-être la planification. Ça se comprend, ça se comprend. D'une part, on va aller vite, on va avoir des résultats au PC, hein, comme on dit, et on a aussi de la pression, soit de la part de l'administration, soit de la part du gouvernement, du ministère, etc., pour sortir des résultats au plus vite. Alors, donc, on se comprend. Implanter, puis évaluer, qui est tout un défi, parce que dépendant de la complexité de ce que vous allez mettre en place, ça peut être très compliqué. Alors donc, ce qu'on suggère fortement dans un premier temps, c'est d'y aller mollo, alors de commencer de façon simple et de prendre des mesures qui sont simples avant d'arriver dans le compliqué, à moins qu'on ait toute une équipe de chercheurs chevronnés qui vont s'occuper de l'évaluation. Catherine? Alors, je reviens encore aux éléments incontournables. Leadership de la direction, qui a des stratégies organisationnelles, relationnelles, le travail d'équipe, hein, c'est des beaux principes ça, qui sont là depuis toujours, puis c'est comme si on avait besoin de se les faire rappeler de temps en temps. Alors, le plan d'implantation, l'évaluation, le réseautage entre intervenants, puis aussi réseautage entre parents. Moi, je me suis ennuyée beaucoup de ça, le réseautage entre parents, une fois que mes enfants ont gradué, forcément. Alors, oui, ça aide lorsqu'on est capable de mettre en place, de développer un réseautage. On pense à des mesures
qui partent du haut vers le bas, mais qui partent aussi du bas vers le haut. Alors, arrêtez de voir école, famille, communauté comme un appendice. Ah non, pas encore ça. C'est ça, elle revient encore avec sa marotte, là. Alors, donc, il faut que ça fasse partie intégrante de ce qu'on fait. On y va, Catherine? Alors, donc, oui, l'écoute, l'authenticité, la bienveillance, l'empathie, ça, c'est vraiment des savoir-être super importants. Je pense que Catherine va revenir sur ce que vous avez fait antérieurement par rapport à les 4A, là, approche, attitude, atmosphère, action. Donc, je ne m'allonge pas parce que je vais y faire référence dans la prochaine diapo. Alors, ce qu'on a fait rapidement, juste un exemple. Déjà, de 2001 à 2005, on a travaillé avec 2 écoles primaires, 2 écoles secondaires et on a suivi à la lettre toute la démarche là, que Epstein avait développée. On était subventionné par le ministère de l'Éducation. On a utilisé la typologie d'Epstein. Il y a eu des actions qui ont été réalisées dans chacune des écoles. Les parents, entre autres, ce qui me revient là, rapidement, là, au primaire, les parents nous disaient à l'époque, bien, on le sait quand nos jeunes, on est très bien informés. Quand nos jeunes ne fonctionnent pas bien, c'est parfait ça. Mais quand il y a amélioration, on ne sait pas toujours. Ça, on l'apprécierait. Alors ici, on a une idée là, des différentes activités qui ont été mises en place à l'époque, à ce moment-là. Et on a évalué le processus d'implantation. En fait, qu'est-ce qu'on a appris? Bien, on a appris, bien, premièrement, on était naïfs au départ. On s'attendait à un changement radical, là, pour changer le monde. Pas en tout, hein? Vraiment pas. Alors, on a compris qu'il fallait y aller graduellement, faire des petits pas et surtout penser au savoir-être. Alors, les savoir-être étaient justement tantôt dans le transparent précédent. Peut-être retourner d'abord, Catherine, dans le précédent. Alors, les savoir-être, l'écoute, l'authenticité, la bienveillance, l'empathie, super important. Et on pensait dans ce projet-là, entre autres, puis ça, en passant, on était avant-gardiste. Ça, c'était avant l'adoption de la loi 124. Et puis on obligeait les écoles à avoir une vision écosystémique là, de leurs programmes, de leurs interventions. Mais on s'imaginait que les actions uniquement étaient importantes, alors que les savoir-être sont extrêmement importants. Alors, on va de l'avant. Et il y a aussi, je vais absolument vous parler, ça c'est un projet qui a été développé du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, ce qu'ils ont fait, toujours dans le même esprit, là, ils ont fait l'inventaire des pratiques, mais à plus grande échelle. Vous voyez, là, ils avaient 8 équipes écoles pour y travailler. Il y avait même un comité interne, une équipe de recherche et d'intervention, donc des conseillères pédagogiques. Alors, donc, ils ont eu plein de ressources, soutien financier du MELS aussi. Et l'objectif de cette recherche-action-là, c'était de créer des échanges réels, de développer une relation. Alors, donc, puis à la toute fin, ils ont élaboré un guide. Et évidemment, ils avaient les ressources pour les soutenir et c'est tant mieux. Alors, écoutez, c'est une petite course, hein? 30 ans finalement, là, et même je dépasse mon temps. Je dépasse, on s'était dit à peu près 20-30 minutes. Je m'arrête là. Hein? Est-ce que ça te va, Catherine? Oui, oui, oui. Vous pouvez conclure, puis je vais reprendre la balle par la suite. Bon, OK. Alors, je m'arrête ici. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est facile, que c'est miraculeux, comme je vous mentionnais tantôt. Je serais curieuse de vous entendre sur ce qui est venu vous chercher là-dedans, où vous vous êtes retrouvés. Je prends peut-être les devants sur Catherine, là. Je vais te laisser parler par rapport à ce que vous avez découvert ou ce que ça vous a rappelé finalement. Parce que là, je vous parlais de 2006, mais on est rendu en 2023. Alors donc, je m'arrête là. Merci. Donc, un énorme merci là, pour votre présentation, Madame Deslandes. Ben, on serait rendu là, à la petite période de partage. Donc, comme Madame Deslandes vient de le mentionner, là, qu'est-ce que vous avez appris là, par rapport à vos expériences antérieures
Est-ce que ça vous a suscité des réflexions, des réactions? On aimerait ça vous entendre. Donc, si vous voulez partager avec nous, seulement levez la main. On va pouvoir activer votre micro, puis ça va nous permettre là, d'entendre votre partage. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer pour nous partager une expérience là, en lien avec l'approche école, famille, communauté qu'il aurait vécu, là? Puis, Catherine, ça peut être des stratégies qui sont utilisées pour contourner ou pour faire face aux défis. Parce qu'on a vu, là, c'est pas un roman à l'eau de rose, là. Je suis sûre qu'il y a plein d'idées. Donc, Anne-Marie? Merci beaucoup, Madame Deslandes, là, pour votre présentation. OK, on me demande de démarrer ma vidéo, toutefois. Donc, merci beaucoup pour la présentation. Moi, j'avais comme une question, mais aussi un complément d'information plus régional. Vous avez parlé justement de l'importance de considérer l'expérience que les parents ont eue avec l'école alors qu'ils étaient jeunes. Il faut savoir que dans notre région, c'est le tiers des parents qui ont une expérience négative avec l'école. Fait que je pense qu'au niveau de la communication, c'est quelque chose qu'il faut, là, je parle surtout à l'école, tu sais, qu'il faut considérer, puis aussi reconnaître l'importance, comme vous disiez, là, de l'impact du parent dans la participation. Ma question, maintenant, vous avez dit que la communication, c'était vraiment un enjeu central de tout ça. Dans la Naudière puis au Créval, on est sensible aux gens qui ont des difficultés de lecture. Donc, j'aimerais savoir si l'écriture simplifiée fait partie des solutions proposées. Est-ce que c'est des choses qui sont sorties aussi dans vos enquêtes et vos discussions avec les parents au cours de votre carrière? Et là, je parle, vous m'entendez? Oui. Anne-Marie, je t'avoue que non, je n'ai pas vu ça, mais je trouve que ça fait du sens, là. Peux-tu nous donner un exemple de... L'écriture simplifiée, il y a plusieurs notions, là, puis je ne suis pas une spécialiste, mais par exemple, d'utiliser des phrases de moins de 15 mots, ça parle aux universitaires, d'avoir une idée par phrase, souvent utiliser des puces, d'éviter les mots qui ont des voyelles doubles, de favoriser l'utilisation de pictogrammes, de ne pas avoir trop de sujets dans la même correspondance. Puis il y a des formations qui se donnent à ce niveau-là. Mais nous, c'est des choses là, souvent qu'on va suggérer aux gens d'utiliser dans la correspondance, non seulement avec les parents, mais aussi avec tous les adultes, même nos employeurs, parce que la littératie est malmenée, là, même au niveau des adultes. Mais je trouve que c'est génial comme idée. Non, on n'a pas rencontré ça, mais c'est vraiment, c'est l'actualité, ça, présentement, là, vous y faites face, puis vous n'êtes pas les seuls non plus, là. Mais non, je trouve que c'est super comme idée. Et même dans nos études, ce qu'on voyait, c'était éviter le jargon professionnel, tu sais, c'est dépendant de votre ordre professionnel ou bien, je ne sais pas, même comme enseignant, ça nous arrive de sortir des mots qu'on prend pour acquis. Tout le monde comprend ça, là, voyons donc, mais non, ben, allons-y plus clairement. Oui, bonne idée, ça, Anne-Marie. Ils se donnent de la formation. Dans la région, ici, c'est l'organisme Déclic, qui est un organisme en alphabétisation qui forme la plupart des organisations, mais effectivement, que selon les régions, il y a des organismes d'alpha qui sont très sensibilisés là, à ça, donc ça peut être vers eux. Moi, j'irais vers eux si j'étais dans une autre région pour m'informer. Ah, super. Avant que je vous partage, là, moi, je pourrais vous partager un petit peu là, ce qui est ressorti de nos partenaires par rapport au 4A. Donc, avant ça, on avait une petite question, Madame Deslandes. Donc, dans le modèle que vous avez présenté là, avec le coordonnateur des ressources, il y a quelqu'un qui me demande qui peut jouer ce rôle-là de coordonnateur de ressources, puis combien de personnes ça peut représenter ce rôle-là? Ça, l'histoire ne le dit pas, je ne l'ai pas relevé. Oui, c'est sûr que je l'ai lu à un moment donné. Mais là, on retourne en 2001. Hein? Alors,
Alors, j'ai encore l'autorisation Dr. Adelman d'utiliser son modèle, là. Mais si je me souviens bien, le coordonnateur des ressources pouvait se situer à l'extérieur de l'école parce que là, on rentre dans tout le pan de recherche des services intégrés, même, il y a un terme en anglais, full service schools, là, ça s'appelait école communautaire. On dirait que ça veut sortir de ses cendres un peu, là. Et puis, alors, donc, il présentait, si je me souviens bien, un modèle où ça pouvait être un organisme, des gens d'un organisme communautaire, un peu, ça me fait penser, honnêtement, là, quand j'ai vu le modèle de gouvernance de la table de concertation en éducation ici dans la région ou ailleurs, là. Tu sais, il y a des représentants, il y avait des représentants des écoles, alors donc, mais je ne peux pas en dire plus à ce stade-ci. Il faudrait que je retourne dans l'article où il avait publié ce modèle-là, j'avoue, là. Parfait, il n'y a pas de souci. Je pourrais aller voir moi aussi là, au besoin sans problème. Alors, on a Dominique Ducharme qui a une question. Donc, Dominique, je t'invite à ouvrir ton micro et ta caméra si tu le souhaites. Merci. Bonjour. Oui, La caméra, je ne sais pas si elle fonctionne bien, oui, mais on vous entend et on vous voit. OK, très bien. D'abord, je voulais absolument réagir sur ce qu'Anne-Marie a dit à propos de l'écriture simplifiée, que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps. Puis moi, j'ai un passé d'enseignante de français et ça m'a beaucoup remise en question là-dessus. La formatrice a commencé par dire que 53% de la population du Québec, mais j'imagine que c'est valable dans d'autres régions aussi, était lecteur avec difficulté. Donc, soit vraiment lecteur très faible, soit lecteur qui n'est pas fluide. Et comme on évolue entre nous dans des milieux, je pense, plutôt élitistes à ce niveau-là, c'est toute une remise en question, effectivement, par empathie, par bienveillance, de se poser la question sur comment nos messages peuvent être perçus. Alors oui, il existe des formations dans la région de la capitale nationale, l'IRC dont je fais partie. On va organiser des formations avec une organisation d'alphabétisation de Portneuf. Donc, c'est en place. Et puis, ils ont des stratégies aussi dans certaines écoles de mettre des couleurs en fonction du type de communication. Un papier rouge, c'est très, très important. Un papier vert, c'est une information. Le papier rouge, ça demande une réaction du parent, une action du parent. Le papier vert, c'est une information. Enfin, des stratégies comme ça, il y en avait beaucoup. Puis, il y a beaucoup d'idées. Beaucoup de gens qui participent à ces réflexions ont des idées sur comment mener ça. Puis c'est un enjeu sociétal, civique, politique, vraiment important. Donc, oui, ce que j'ai relevé dans votre présentation, Madame Deslandes, et merci beaucoup pour toutes ces informations. Ce qui m'interpelle, c'est, oui, l'implication des parents, mais à la limite, est-ce que l'école, dans un monde idéal, ne devrait pas réserver un temps de travail aux parents, quitte à diminuer le temps de cours académiques, mais d'utiliser ce temps des enseignants pour se tourner vers les parents. J'ai travaillé comme dans le domaine de la santé mentale et du bien-être en milieu scolaire. Et évidemment qu'un enfant qui n'est pas soutenu, qui a des difficultés à la maison, n'est pas prêt à apprendre. C'est pas qu'il n'est pas disponible à apprendre. Donc, je pense qu'il y a énormément de choses à faire à ce niveau-là. Et oui, je me disais, oui, pourquoi pas diminuer du temps de classe et prendre du temps de coordination, collaboration avec les parents ou avec le milieu communautaire aussi. Voilà. Intéressant. Et ce que je n'ai pas dit, hein, Catherine, c'est que quand on parle de participation parentale, ce n'est pas toujours positif non plus, hein, il faut faire attention. Alors donc, parfois, ce ne sont pas les bonnes pratiques qui sont mises en place. Bref, on pourrait vraiment en parler longuement, là. Mais règle générale, bien oui, quand c'est bien fait, quand on choisit des stratégies qui sont adaptées, comme je disais tantôt,
à l'âge, à la trajectoire du jeune, règle générale, c'est positif. On va prendre une dernière intervention. Donc, Sébastien Gagnon qui veut interagir avec nous. Donc, je vous cède la parole, M. Gagnon. Allô? Oui, bonjour Madame Deslandes, merci beaucoup. Sébastien Gagnon, je suis du Centre de services scolaires Marguerite Bourgeois à Montréal. Je coordonne les partenariats services aux familles. Je voulais revenir un peu sur la coordination des ressources, c'est tellement important, puis le développement d'une culture de collaboration, école, famille, communauté dans les écoles. Ce qu'on observe souvent, c'est que le frein numéro 1, à vraiment avoir une collaboration constante dans l'année, c'est le temps, le manque de ressources. Le mandat, faire le lien avec la famille est un peu à tout le monde, mais à personne en même temps. Puis, un des modèles qui, historiquement, fonctionne bien et qui marche encore bien, c'est d'avoir un membre de la communauté dans l'école. Quand vous dites école communautaire, nous, on a développé les intervenants communautaires scolaires qui avaient presque tombé il y a peut-être une dizaine d'années, puis qu'on a remonté. Maintenant, on en a 22. On a 74 écoles primaires, 16 écoles secondaires dans notre centre de service. C'est à peu près le tiers qui ont des intervenants communautaires scolaires. Et ça nous assure d'avoir un gardien des partenariats, quelqu'un qui réfléchit avec l'école sur les stratégies pour se lier avec les familles, avec la communauté, d'être au courant des services, d'aller sur les tables de concertation, de faire des plans d'action avec les profs pour communiquer avec les familles quand ils sont plus éloignés. Évidemment, on a beaucoup de jeunes issus de l'immigration, c'est près de 80% de nos élèves. Donc, c'est sûr que ces stratégies-là, ça fait partie de notre quotidien pour les enjeux de communication et tout ça, mais d'avoir quelqu'un de la communauté dans l'école qui réfléchit, pas d'avoir un service parallèle, mais qui est inclus dans l'équipe école, mais avec une autre approche. En tout cas, pour nous, ça reste vraiment une pratique gagnante. Puis si on pouvait en avoir dans toutes les écoles, honnêtement, c'est sûr qu'il y a des enjeux, mais ça, en tout cas, ça fonctionne bien. Là. Merci. C'est intéressant, ça, Sébastien. Madame Deslandes, si vous me permettez de faire du pouce un peu sur ce que Sébastien vient de dire. Nous, on a observé aussi là, dans la recherche Everest que Mme Picard là, nous présentait au début du webinaire. Nous, on a observé que les jeunes nous ont dit que le fait d'avoir une personne qui était non scolaire dans un milieu scolaire, bien, il était plus porté à aller s'ouvrir à eux. Comme ce n'était pas l'autorité scolaire, le fait que cette personne-là soit un peu de l'extérieur, bien, il nous disait, on le voit comme on est plus porté à aller se confier, ils sont comme plus près de cette personne-là. Fait que la relation aussi avec l'élève, bien, ça nous permet aussi d'avoir d'autres informations qu'on n'aurait pas nécessairement en tant qu'enseignant. Fait que je trouve ça hyper intéressant que vous dites ça parce que nous, on l'observe dans notre région là, en ce moment. Là. Donc, voilà, c'est mon petit commentaire par rapport à ça. Comme Sébastien l'a dit, on réanime des anciennes stratégies. Hein? C'est fascinant, c'est fascinant. Donc, écoutez, il est déjà 11h58. Donc, Madame Deslandes, encore un énorme merci là, pour votre présence aujourd'hui. C'était super, super pertinent. Je n'aurai pas le temps de présenter là, la fameuse analyse du travail collaboratif qu'on a fait avec les partenaires. Par contre, soyez sûrs là, qu'on va faire un petit document, on va vous revenir avec ces informations-là. Plus nécessairement, là, les commentaires qu'on va avoir recueillis lors de cette analyse-là, lors de ce travail-là, va teinter les présentations sur l'approche école, famille, communauté qui seront effectuées à partir de l'automne par nos agentes de concertation de liaison là, dans les différents milieux de concertation de la région. Donc, on ne vous oublie pas, ce travail-là a été précieux puis va l'être encore là, pour les prochaines étapes. Donc, Madame Deslandes, un énorme merci encore. Comme mentionné, le lien pour écouter le webinaire ainsi que les documents dont a parlé Madame Deslandes là, vous seront envoyés prochainement d'ici. Je vais essayer le plus rapidement possible. Je ne vous donne pas de date là, pour pas décevoir personne, mais le plus rapidement possible. Puis encore une fois, là, merci pour votre présence. Puis je vous souhaite une excellente journée à tous. Merci, merci. Merci.